Le 8 décembre dernier, Lando Norris remporte sa quatrième victoire de la saison au Grand Prix d'Abu Dhabi. Grâce à cette nouvelle victoire, l'écurie McLaren décroche son neuvième titre des constructeurs 26 ans après leur dernier. Après tant d'années, des soucis financiers et des performances indignes de son statut, l'écurie basée à Woking retrouve les sommets et semble avoir tourné l'une de ses pages les plus sombres en Formule 1. Ça peut en surprendre plus d'un, notamment ceux ayant découvert récemment la Formule 1, mais McLaren, tout comme Williams, sont deux écuries historiques de la Formule 1 et elles ont marqué la catégorie par leur performance d'antan. Elle est tout simplement légendaire et pour fêter leur retour, je me suis dit que ce serait sympa de te raconter l'histoire tumultueuse de l'écurie Papaye. C'est en Nouvelle-Zélande que voit le jour un certain Bruce McLaren un jour d'août 1937. Le petit Kiwi va se prendre d'affection pour le sport automobile et il va faire ses classes dans quelques catégories en Europe avant de découvrir la catégorie reine du sport automobile en Allemagne en 1958. C'est Cooper qui va lui offrir ses premiers tours de roue et il va être exceptionnel, terminant 5e de l'épreuve à bord d'une F2 derrière 4 F1. Il ne roulera plus jusqu'au Grand Prix du Maroc, dernière épreuve de la saison, dans laquelle il terminera deuxième des F2 derrière son coéquipier Jack Brabham. Tout simplement impressionnant, Cooper le promeut en tant que pilote titulaire pour la saison suivante. Et malgré quelques points récupérés par-ci par-là, il va être battu par son coéquipier expérimenté Jack Brabham. Mais il va réussir à remporter la dernière épreuve de cette saison en 1959 lors du Grand Prix des USA, se disputant à Sebring, et à ce moment-là, il a 22 ans. C'est alors le plus jeune pilote vainqueur d'un Grand Prix en Formule 1, et c'est un record qui va tenir jusqu'en 2003, étant battu par Fernando Alonso avec sa victoire au Grand Prix de Hongrie. Il faut quand même se rendre compte que ce record a tenu quasiment 42 ans. Sa saison 1960 est plutôt bonne, il va à nouveau prendre une victoire et terminer vice-champion du monde derrière son coéquipier, le double champion du monde Jack Brabham. Mais il sent que Cooper est en train de décliner. Et du coup, il va un peu suivre les traces de Brabham et il va vouloir monter également sa structure. Mais il n'est pas bête, il va continuer de piloter chez Cooper le temps de monter sa structure et après une année catastrophique en 61, 62 va être un peu plus positif avec une victoire à Monaco et il va terminer troisième du championnat. Bref, Bruce voit sa structure prendre de plus en plus forme et c'est en 1966 que la première McLaren va voir le jour et que l'écurie McLaren va être créée. L'écurie s'engage donc en Formule 1 lors de cette saison 66 avec Bruce McLaren à sa tête, qui sera également pilote de l'écurie, et il aura comme bras droit Teddy Mayer, un juriste américain passionné de sport auto. On est donc en 1966 et là Bruce McLaren Motor Racing Ltd est une écurie à part entière et elle s'aligne pour la première fois en Formule 1 lors du Grand Prix de Monaco. L'écurie est rapidement appelée McLaren et les débuts sont malheureusement difficiles pour la M2B, qui est le nom de la première McLaren apparue en Formule 1. Par exemple, à Monaco, si on a deux voitures réellement inscrites pour le Grand Prix, il n'y en aura qu'une seule qui prendra le départ, celle forcément de Bruce McLaren. Il va se qualifier 10e et le lendemain, à cause d'une voiture capricieuse, il ne verra pas l'arrivée. Bon, de façon générale, cette saison est un calvaire. La voiture est capricieuse et surtout, elle va jongler entre deux moteurs, le V8 Ford, fait pour les courses américaine et le V8 Serenissima prévu à la base pour une autre écurie. C'est d'ailleurs avec ce dernier que McLaren va marquer ses premiers points en Formule 1 avant de prendre deux autres points en fin de saison lors d'une course américaine avec le V8 Ford. Et si on considère que 66 était une mauvaise saison, 67 sera tout simplement pire. McLaren veut plus de stabilité niveau moteur et donc ils vont se lier avec l'écurie anglaise BRM qui fabrique elle-même ses propres moteurs. Sauf que les moteurs de l'écurie anglaise sont extrêmement mauvais et surtout peu fiables. Donc l'écurie va pas progresser, marquant à nouveau seulement 3 points. Fini les conneries, il faut arrêter de passer pour des peintres à un moment. McLaren il va réfléchir un petit peu et il va demander à son compatriote Denis Hulme de rejoindre l'écurie.
Il faut savoir que Denny Hulme, c'est le champion du monde sortant. À l'époque, Denny Hulme, c'est une pointure, il est champion du monde. Et comme il est pote et surtout compatriote avec Bruce McLaren, il va accepter le défi. Après quelques grands prix, l'écurie va se tourner vers le moteur Ford, avec qui ça avait plutôt bien fonctionné en 66. Et de suite, il va y avoir un petit coup de boost. La saison débute plutôt bien avec une victoire dans la Race of Champions pour Bruce, mais cette course, c'est une course hors championnat. Donc, elle compte pas. Et si tu veux vraiment marquer les esprits, il faut remporter une victoire pendant le championnat. Et ce sera le cas le 9 juin 1968 au Grand Prix de Belgique. Parti 6ème, Bruce McLaren va profiter des abandons devant lui pour remonter jusqu'à la 2e position et de façon un peu chanceuse, il va récupérer la tête du Grand Prix dans l'ultime boucle grâce à la panne d'essence de la Matra Ford de Jackie Stewart. Le Néo-Zélandais récupère alors la tête du Grand Prix et il passe la ligne en vainqueur. McLaren remporte alors la première victoire de son histoire. Et pour la petite info, grâce à cette victoire, Bruce McLaren est le 3e et dernier pilote à remporter une victoire sur une voiture qu'il a lui-même conçue. Plus tard dans la saison, 2 autres victoires viendront et seront décrochées par Denny Hulme à Monza et au Canada, lui permettant de jouer le titre et de défendre son titre jusqu'à la fin. Malheureusement pour lui, la Lotus de Graham Hill est trop puissante et le titre file donc chez Lotus. En 69, l'équipe cherche à se diversifier en créant un programme pour le Can-Am, un championnat américain, sauf que du coup ils vont un peu se perdre dans les développements des voitures et la saison ne sera pas aussi bonne qu'attendue. Ce qui va sauver, c'est quand même la 4e victoire de l'écurie, qui est l'œuvre de Denny Hulme. Je vous dis à l'époque, Denny Hulme c'est vraiment un très très bon pilote. On arrive donc en 70 et ça y est, McLaren semble beaucoup mieux préparée que la saison précédente. Elle a fait la distinction entre le développement pour le Can-Am et la Formule 1, et la saison commence plutôt bien avec 2 deuxièmes places, un podium pour chaque pilote, Hulme et McLaren. Mais elle va tourner au désastre. Tout d'abord aux 500 miles d'Indianapolis, Denny Hulme est victime d'un terrible accident aux essais qui va lui brûler tout simplement les mains. Heureusement, il va quand même pouvoir continuer à piloter, et surtout, il va se passer un accident tragique qui va complètement bouleverser l'histoire de la marque. Lors de tests à Goodwood, alors que Bruce McLaren testait son nouveau prototype pour le Can-Am, la voiture perd son capot moteur et délesté du poids, le pilote néo-zélandais va perdre le contrôle du véhicule. Il vient s'écraser contre un mur et Bruce est tué sur le coup. Alors, comment se relever de la perte de son fondateur ? Suite au décès de Bruce McLaren, c'est son bras droit qui reprend le flambeau. Teddy Mayer va essayer de motiver les troupes pour la saison 70, mais forcément, l'équipe n'a pas la tête à ça. Aucune victoire ne sera signalée lors de cette saison, et McLaren doit repartir de l'avant pour 71. Si les cadres de l'équipe restent, comme par exemple Denny Hulme, l'équipe n'arrive malheureusement pas à avancer et à passer outre le décès de son fondateur. Et finalement, le seul podium obtenu par la M19A est par le team Penske, qui était une écurie cliente de McLaren. Ça la fout mal. 72 doit donc être un tremplin. Soit l'écurie coule totalement, soit elle se relève. Après 2 grands prix, on a déjà notre réponse. Denny Hulme s'impose en Afrique du Sud 1 mois et demi après une très belle 2e place obtenue en Argentine, et dans cette saison 72, Hulme et Peter Revson vont réussir à décrocher 11 podiums. Hulme termine 3e du championnat du monde et McLaren décroche la même place au championnat du monde des constructeurs. En 73, l'incroyable Hulme va continuer de porter l'écurie sur ses épaules en signant la 2e pole position de l'histoire de l'écurie, la première étant signée en 72 par Peter Revson. C'est un peu dommage que ce soit pas Hulme qui signe la première tellement il a marqué l'écurie, et le néo-zélandais va faire encore mieux en remportant le Grand Prix de Suède avant que son coéquipier américain ne remporte 2 autres Grands Prix au cours de la saison. McLaren termine à nouveau 3e du championnat, et elle sait que si elle veut progresser, il va falloir faire un gros coup. Exit l'américain Peter Revson. Bonjour, monsieur le champion du monde 72, Emerson Fittipaldi. Bien que Hulme était aussi un champion du monde avant de rejoindre l'écurie McLaren, c'est un pilote vieillissant. Et donc McLaren va jeter son dévolu sur un nouveau champion du monde, celui de 1972, Emerson Fittipaldi. À l'époque, c'était le plus jeune champion du monde de l'histoire de la catégorie, et donc c'est un pilote prometteur. Il va apporter un vent d'air frais chez McLaren, même si le début de saison est à l'avantage de Hulme, qui remporte la première course de la saison en Argentine. Mais pas de panique, puisque Fittipaldi remporte la 2e course de la saison qui se déroule chez lui, et donc ses débuts sont plutôt idylliques avec sa nouvelle écurie. Il va remporter 2 autres Grands Prix avec l'écurie Papaye, qui n'est d'ailleurs plus orange, une en Belgique et une au Canada, qui lui permet d'être à égalité de points avec
Claire Regazzoni avant la dernière épreuve de cette saison. Elle se jouera aux États-Unis et c'est cette course qui va mettre tout le monde d'accord. Malgré le départ tonitruant de Regazzoni, le Suisse use considérablement ses pneus et commence à dégringoler au classement. Fittipaldi, beaucoup plus prudent, va tranquillement gérer sa course et terminer quatrième du Grand Prix, prenant alors 3 points. C'est le premier titre pilote pour McLaren, et de son côté pour l'écurie anglaise, eh bien elle décroche son premier titre des constructeurs. Saison pleine pour eux, mais celui qui était le pilier de l'écurie depuis 1970, Denis Hulme, décide de raccrocher le casque à la fin de cette saison. Et merci pour tout Denis, parce que tu auras réalisé un travail juste incroyable. Il sera remplacé par Jochen Mass pour la saison suivante. Cependant, 75 ne sera pas aussi prestigieuse que prévu. L'écurie ne prend que 2 victoires, une pour chaque pilote, et Fittipaldi décide de quitter la maison McLaren à la fin de la saison pour rejoindre le projet de son frère, qui va être un échec. Et donc, à nouveau, il faut trouver un pilote jeune qui peut apporter un vent frais chez McLaren. C'est alors qu'ils vont se tourner vers un jeune anglais qui a brillé lors de la saison 75, remportant notamment une victoire avec l'écurie Hesketh. Et ce pilote, c'est James Hunt. Bon, pour les Anglais, le début de saison va être très compliqué, notamment dû à la domination de Ferrari qui va remporter 5 victoires en 6 courses, dont 4 pour l'Autrichien Niki Lauda. La seule victoire qui va manquer à Ferrari, elle est décrochée par James Hunt. Enfin, c'est une histoire un peu compliquée. Dans un premier temps, Hunt a été disqualifié pour une voiture trop large, mais après que McLaren ait fait appel, il va retrouver sa victoire. Malgré tout, Lauda reste le pilote le plus fort en ce début de saison, et Hunt est toujours en train de courir derrière l'Autrichien. Il va profiter de l'accident de Niki Lauda pour refaire son retard, en remportant notamment 2 victoires et en signant une 4e place. Et il va également gagner au Canada et aux USA, revenant à 3 points de son rival avant la dernière manche de la saison. Dans un Grand Prix du Japon rocambolesque, James Hunt va réussir à terminer 4e quand Niki Lauda abandonne. Et c'est alors James Hunt qui est déclaré vainqueur. Il remporte le 2e titre pilote pour McLaren. Cependant, c'est pas McLaren qui est titré chez les constructeurs, c'est bien Ferrari, puisque Jochen Mass a été moins bon que le coéquipier de Lauda, Claire Regazzoni. La grande rivalité entre Ferrari et McLaren est née, même si elle va pas revenir avant quelques années. La saison de 77 commence plutôt bien pour McLaren, puisque Hunt va signer les 3 pole positions lors des 3 premiers Grands Prix, mais on va dénombrer que un seul podium. Et puis la chute va être sévère à cause d'une fiabilité mauvaise et d'évolutions qui vont pas fonctionner. Malgré tout, James Hunt va réussir à remporter 3 victoires au cours de la saison, dont notamment le dernier Grand Prix, ce qui laisse présager de quelque chose de bien pour la saison 1978. Et les bonnes choses pour cette saison 78, on les attend toujours. Aucune victoire, seulement 8 points marqués, notamment par James Hunt plus que par son coéquipier, le français Patrick Tambay. C'est une saison catastrophique. Et cette saison va d'ailleurs pousser Hunt à quitter l'écurie de Woking. Un Nord-Irlandais répondant au nom de John Watson va faire son entrée dans l'écurie McLaren et la saison sera tout aussi difficile. Seul Watson va marquer des points et McLaren va se classer seulement 7e au championnat du monde des constructeurs. Pour la saison 1980, un Français en remplace un autre, puisque Patrick Tambay est remplacé par le jeune et fougueux Alain Prost, qui va malheureusement souvent se cracher, même s'il va marquer un point pour son premier Grand Prix en Formule 1. La voiture est tellement mauvaise que Prost va marquer 5 points au cours de la saison, soit un de moins que son coéquipier John Watson. Il faut du gros changement dans cette écurie, car elle n'est que l'ombre d'elle-même. Je vous rappelle qu'il y a 4 ans, elle remportait le titre pilote. Et justement, un riche homme d'affaires associé au cigarettier Marlboro est intéressé pour racheter l'écurie. Rachat qui va se faire à la fin de cette saison 1980. Teddy Mayer quitte le navire et une page importante de l'histoire de McLaren se tourne. Tout est à refaire chez McLaren, il faut tout reconstruire. Et pour cela, un certain Ron Dennis, associé à Marlboro, rachète l'écurie fin 1980. Et il va s'entourer d'hommes forts, en recrutant en 1980 John Barnard et en faisant sortir de sa retraite Niki Lauda pour la saison 1982. Je t'en avais d'ailleurs déjà parlé dans la 2e vidéo que j'avais fait sur Niki Lauda, que t'as peut-être loupé. Et bien si c'est le cas, je te la mets en fiche juste ici. Et pour pas louper les prochaines vidéos, je t'invite tout simplement à t'abonner. Bref, on continue l'histoire de McLaren.
On est donc en 1981 et la MP4-1 est une révolution technique. Alors, avant de te dire pourquoi, tu dois te demander d'où ça vient MP4. Eh bien, le M c'est pour Marlboro et P4 c'est pour Project 4 qui représente du coup la quatrième écurie que Ron Dennis possède. Et 1, c'est parce que c'est la première voiture, mais ça t'avais compris. Bref, le châssis est révolutionnaire tout simplement parce qu'il est fait en matériaux composites, ce qui rend la voiture ultra légère et très souple à la conduite. Lauda parvient à maîtriser parfaitement sa petite sœur en 1982 et il va aller remporter 2 victoires, les 2 premières depuis 1977. McLaren va terminer deuxième de ce championnat très particulier avec quelques points de retard sur Ferrari. Ça fait plaisir de les revoir sur le devant de la scène, mais ça va être plutôt éphémère. En effet, la saison 83 est famélique. La McLaren est débordée par les moteurs turbo et le problème c'est que Ron Dennis et John Barnard ils sont pas trop pressés d'installer cette technologie dans leur voiture. Bien que Niki Lauda les supplie de travailler sur le moteur turbo, que toutes les grosses écuries ont adopté. On va en être au point où le cigarettier principal actionnaire de l'écurie va mettre la pression sur Dennis pour enfin travailler ce moteur turbo. Il va arriver au cours de la saison 83, mais avant tout, il faut que je te parle de l'une des principales qualités de Ron Dennis. Il sait tout simplement sentir les bons coups et savoir parfaitement s'entourer. Je t'avais cité l'arrivée de John Barnhart en 81, en 82, on a eu l'arrivée de Niki Lauda qui a senti le truc pour les moteurs turbo, et en 83, eh bien, il va se tourner vers Porsche qui va développer le moteur turbo qui va être supersonique pour 84. Ayant la volonté de faire la meilleure équipe possible sur le papier, et bien il va recruter Alain Prost, le jeune français qui monte en puissance depuis quelques saisons. Et voilà, vous avez l'équipe parfaite pour 84. La MP4-1E va laisser des miettes à ses concurrents puisque McLaren va remporter 11 victoires en 16 Grands Prix. Niki Lauda est titré champion du monde, Alain Prost vice-champion, et forcément, McLaren décroche le titre constructeur. C'est son deuxième titre et c'est surtout la première fois en 10 ans, et ce titre va lancer une ère de domination pour l'écurie anglaise. 85 sera à nouveau sans trop de difficultés. L'écurie gère parfaitement son avance et a un pilote talentueux comme Alain Prost pour aller chercher le titre pilote et également le titre constructeur. L'année suivante est plus compliquée pour l'écurie de feu Bruce, puisque Williams, motorisé par Honda, fait son retour sur le devant de la scène, mais aussi improbable que ça puisse paraître, eh bien, dans une course légendaire du pilote français, Alain Prost va aller décrocher le titre. Et si tu veux en savoir plus, eh bien, je te laisse aller voir ma vidéo sur Alain Prost. Bon, Prost, il prend son deuxième titre pilote, le quatrième pour l'écurie McLaren, mais, eh bien, c'est pas McLaren qui remporte le titre constructeur. Non, c'est Williams. Et les Williams, eh ben, c'est l'écurie forte de la saison 86, mais surtout de la saison 87. McLaren ne pourra faire mieux que deuxième, et est-ce que je t'ai déjà dit que Ron Dennis avait pour principale qualité de savoir s'entourer? En effet, voyant que le moteur Porsche prenait de plus en plus de retard et que le moteur Honda était le moteur le plus performant, il va vouloir signer avec Honda pour la saison 88. Sauf qu'il y a un problème, Honda, ils ont leur pilote chouchou, qui est Ayrton Senna, et ils ne veulent pas travailler sans lui. Bah ça tombe bien, puisque le coéquipier d'Alain Prost en 87, c'est Stefan Johansson, qui a été particulièrement décevant, et donc, eh bien, Ron Dennis, il va tout simplement signer l'étoile montante de la Formule 1 à cette époque, et on va avoir une Dream Team exceptionnelle pour 88. Alors que Barnard est parti chez Ferrari en 87, il leur faut un nouveau designer. Et donc, McLaren va recruter le génialissime Gordon Murray, et si vous mélangez le talent de Murray, Senna, Prost, Dennis et le moteur Honda, et bien forcément vous allez avoir une saison 88 légendaire. Comme attendu, la saison 88 est une razzia. Pour te dire, il n'y a qu'une seule course qui va échapper à la MP4-4. Et c'est une Scuderia Ferrari au fond du gouffre depuis des années et qui a perdu son principal fondateur, qui va briser la domination de McLaren. Bon, malgré ce léger échec, Senna va être sacré champion du monde devant Alain Prost, et donc McLaren remporte le championnat du monde des constructeurs. Quelques chiffres pour vous donner idée de la domination de l'écurie de Woking. Ils ont réalisé 10 doublés et marqué 199 points. C'est quasiment 3 fois plus que le deuxième qui en a marqué que 65, qui au passage est la Scuderia Ferrari. Malheureusement, des tensions entre Senna et Prost éclatent et McLaren sera moins dominante en 89. Après, je dis moins dominante, mais ça va quand même pas les empêcher de tuer la concurrence et de voir Prost champion du monde devant Ayrton Senna. L'écurie Papaye remporte alors son 5e titre des constructeurs et qui voit le départ d'Alain Prost chez les Rouges
pour la saison suivante, suite aux tensions trop importantes. Bon, après 2 ans de grosses tensions chez McLaren, Dennis, il voudrait un peu apaiser tout ça. Il aime bien Senna et il connaît un pilote avec qui Senna s'entend particulièrement bien et qui posera pas trop de problèmes aux Brésiliens. C'est le jeune Gerhard Berger qui va réaliser de belles saisons chez McLaren malgré tout. Ce qui n'était qu'une rivalité en 1976 va se réveiller en 1990, puisque Ferrari, mené par Prost, va affronter McLaren, mené par Senna. Et après un crash controversé au Japon, eh bien c'est le Brésilien qui remporte son 2e titre de champion du monde, et grâce au très bon travail de Gerhard Berger, qui aura pris plus de points que Nigel Mansell, coéquipier d'Alain Prost, eh ben, c'est McLaren qui va remporter à nouveau le titre constructeur. 91 ne sera qu'une formalité, Senna et McLaren remportent à nouveau les 2 titres. Malheureusement, Williams est de retour au premier plan, grâce à son moteur Renault qui est très puissant. Et surtout, parce qu'on l'oublie, il y avait quand même un ingénieur d'exception qui était dans l'écurie de Frank Williams, un certain Adrian Newey. La domination de McLaren ne peut plus durer. En 92, Senna va se contenter de quelques victoires, mais il ne finira que 4e du championnat. Heureusement que Gerhard Berger marque un point de moins que lui, puisque ça permet à McLaren de terminer malgré tout 2e au championnat du monde des constructeurs. Cette saison 92 est un affront pour Honda qui décide de quitter la Formule 1. McLaren va devoir récupérer un peu en urgence un moteur et ils vont se tourner vers Cosworth qui n'a rien du moteur idéal. Alors l'idée fait pas trop rêver, sachant qu'en plus son motoriste favori est parti, Senna, il n'a pas forcément envie de rester. Et si à ça t'ajoutes que son pote Berger est parti chez Ferrari, bon bah la saison 93 elle donne pas beaucoup envie pour McLaren. Malgré tout, le Brésilien reste et il va réussir à remporter 5 victoires. Ce qui est plutôt honorable et à se battre toute la saison face à la Williams d'Alain Prost. Son excellente saison permet à McLaren de terminer à nouveau 2e du championnat, mais ils n'ont pas été aidés par le 2e pilote. Michael Andretti a été vraiment décevant et vers la fin de la saison, il a été remplacé par un tout jeune Finlandais, un certain Mika Häkkinen, qui lorsque Senna s'en va en 94 pour Williams, prend le lead de l'écurie. Häkkinen et Brundle seront le duo de pilotes pour la saison 94. Après le décevant moteur Cosworth, McLaren tente le pari Peugeot. Comment vous dire que c'est vraiment pas une réussite? La fiabilité du moteur français est un vrai désastre et McLaren ne prend tout simplement aucune victoire. Ce n'était pas arrivé depuis 1980 et pour vous dire à quel point la saison est mauvaise, l'écurie de Woking termine 4e du championnat. Ce qui n'était plus arrivé depuis 1983 puisqu'ils avaient enchaîné soit des 2e places, soit des premières places. 95 verra McLaren monter seulement 2 fois sur le podium grâce à Mika Häkkinen et le Finlandais va se prendre un méchant crash lors du Grand Prix d'Adélaïde. C'est un crash très violent au point où il aurait pu mourir sans l'intervention rapide des médecins de la Formule 1. Bon, Cosworth et Peugeot c'était marrant 2 minutes. Mais il n'apporte aucun résultat, c'est vraiment un fiasco. Ron Dennis est assez exténué de travailler avec les Français et il entend parler qu'une firme allemande voudrait revenir en Formule 1, surtout en tant que motoriste. Cette firme, c'est une firme à l'étoile qui s'appelle Mercedes et McLaren va signer un partenariat avec eux à partir de la saison 97. Mais avant, faut faire cette saison 96 et surtout, pas tenter de faire mieux que 95. Pour ça, McLaren va créer un nouveau duo de pilotes, plus jeune et plus prometteur, en mettant à côté de Mika Häkkinen, David Coulthard. Et on sent qu'il y a du mieux, parce que Häkkinen et Coulthard vont signer tous les deux 6 podiums au cours de la saison. C'est prometteur, mais il y a quand même toujours pas de victoire. Ils vont bosser pendant la trêve, et là, bam, premier Grand Prix de la saison en Australie, David Coulthard remporte le Grand Prix. C'est la première victoire depuis 93, une éternité pour une écurie comme McLaren, et ils vont faire encore mieux, puisque Coulthard va remporter également le Grand Prix de Monza, et Häkkinen va prendre sa première victoire lors du dernier Grand Prix de la saison. Ça y est, les rouages sont dégrippés, et la MP413 conçue par Adrian Newey, transfuge de Williams Renault, est tout simplement un avion de chasse. Häkkinen va remporter 8 victoires au cours de la saison 98 et se battre toute la saison avec Schumacher, qui est chez Ferrari. Oui, ça y est, on retrouve l'un des duels les plus passionnants de la Formule 1, McLaren contre Ferrari.
Bon, en 98, il n'y a aucun doute sur le fait que McLaren a clairement l'avantage, et d'ailleurs ils vont tout simplement prendre les 2 titres. Mais la lutte continue lors de la saison 99 et elle ne sera pas de tout repos. Hakkinen va être plus en difficulté et surtout mis à mal à cause de la fiabilité de sa McLaren, et même si Schumacher se blesse gravement lors du Grand Prix de Silverstone, eh bien il va galérer pour remporter son 2e titre pilote. Si on est honnête, Ferrari avait probablement la meilleure voiture. Et la seule raison pour laquelle ils n'ont pas gagné le titre pilote, c'est parce que c'est Irvine qui a fini par jouer le titre. Forcément, quand t'as pas la meilleure voiture, c'est compliqué de remporter le titre constructeur et il glisse dans la poche de Ferrari. Pour la saison 2000, on attend une 3e fois ce duel entre McLaren et Ferrari, et cette fois, c'est Ferrari qui l'emporte. McLaren et Hakkinen, après une lutte très serrée, vont devoir se contenter tout simplement de la 2e place, et on aura le même résultat en 2001, sauf que cette fois, le 2e du championnat, c'est pas Mika Hakkinen, c'est David Coulthard. Non, pour Hakkinen, cette saison, elle est vraiment décevante, avec seulement 2 victoires, ce qui va pousser tout simplement le Finlandais à prendre une petite pause de la Formule 1, puisqu'il dit qu'il était vraiment exténué des 3 saisons qu'il vient de passer à batailler avec Schumacher. Et en fait, cette petite pause, elle va se transformer au fil des ans en retraite. Un Finlandais en remplace un autre chez McLaren, et l'arrivée de l'inexpérimenté Kimi Raikkonen lors de la saison 2002 ne va pas vraiment servir les intérêts de McLaren. En tout cas sur cette première saison. La seule victoire à noter pour l'écurie anglaise est à mettre au profit de David Coulthard. Et de son côté, Raikkonen il va se contenter simplement de quelques podiums, mais les soucis de fiabilité vont pas trop l'aider. Il va quand même abandonner 11 fois. Bon, c'est un peu mieux en 2003 avec 2 victoires, une pour chaque pilote, et surtout, l'extrême régularité de Kimi Raikkonen lui permet de jouer le titre jusqu'à la fin de la saison. Et Iceman, il passe pas loin de l'exploit, il lui manque seulement 2 points. Malheureusement, il est à nouveau trahi par la mauvaise fiabilité de sa voiture. Avec un très bon Kimi Raikkonen en 2003, on attend beaucoup de cette saison 2004. Et ce sera un vrai flop. La MP419 est tout simplement ni fiable, ni performante. Donc avec ça, tu peux rien faire. Les quelques améliorations apportées vont permettre à McLaren de revenir un peu sur le devant de la scène, et Kimi Raikkonen va prendre la seule victoire de l'écurie anglaise en Belgique. Malheureusement pour l'écurie, elle va terminer à une triste 5e place au constructeur. Bon. La catastrophe est passée, et il faut se tourner à présent vers 2005. La MP420 est sûrement la meilleure voiture de cette saison, mais à nouveau, la mauvaise fiabilité du moteur Mercedes va coûter le titre à Kimi Raikkonen, au profit de la R25 de Fernando Alonso, qui, grâce à une extrême régularité, va décrocher son premier titre mondial. Il y avait quand même 7 victoires pour Raikkonen lors de cette saison, et à ça tu rajoutes les 2 victoires de Juan Pablo Montoya. McLaren a dominé Renault, ils avaient sûrement la meilleure voiture lors de cette saison, mais quand tu termines pas les courses, c'est compliqué de marquer tes points, et donc aux constructeurs, ils font pas mieux que 2e. Les espoirs sont à nouveau grands pour 2006, et forcément quand on attend McLaren, patatras. L'écurie anglaise se prend les pieds dans le tapis, la fiabilité est toujours nulle, et là, cette fois par contre, on n'aura aucune victoire. Trop d'abandon, tout est à jeter dans cette saison 2006, au point que Raikkonen s'en va et que Fernando Alonso arrive. Il sera accompagné du jeune rookie Lewis Hamilton, et la saison 2007 va rentrer dans l'histoire, mais pas forcément de la bonne façon pour McLaren. Bon, le début de saison est plutôt intéressant, avec plusieurs victoires pour l'écurie McLaren. En effet, après le Grand Prix des USA, les 2 pilotes ont tous les 2 remporté 2 courses, et ils mènent le championnat. Mais les tensions éclatent. Alonso est mis en difficulté par son jeune coéquipier Lewis Hamilton, et ça lui plaît pas trop. Il a envie que Ron Dennis soit un peu de son côté, sauf que Hamilton, c'est l'enfant de la maison. Et Ron Dennis a pris sous son aile le jeune Lewis il y a plus de 10 ans. Le directeur d'écurie va tenter de maîtriser la situation, mais tout éclate lors du Grand Prix de Hongrie. Après une qualification controversée, Alonso va menacer Ron Dennis de divulguer une sombre histoire. Dennis prend peur, et le lendemain, un scandale éclate. Le patron de l'écurie Papaye avoue que McLaren est dans une histoire d'espionnage appelée aujourd'hui le Spygate. Alors le Spygate, qu'est-ce que c'est ? Vous aviez un ingénieur chez Ferrari, Nigel Stepney, qui n'avait pas obtenu une promotion. Et donc, pour se venger, il avait tout simplement décidé de filer les plans de la F2007, la Ferrari de cette année, à son pote Mike Coughlin, designer en chef de la MP422 chez McLaren. Forcément, la FIA juge McLaren coupable, et l'écurie anglaise perd
du coup tous ses points au championnat du monde constructeur. Alors que Alonso et Hamilton vont se tirer dans les pattes en fin de saison et perdre le titre pour 1 point face à Kimi Räikkönen, Ferrari gagne tranquillement le titre constructeur sans avoir de concurrence. C'est la saison la plus honteuse de l'écurie anglaise qui, en plus de ça, va perdre toutes ses redevances télévisées. Et c'est honoré du numéro 22 que Lewis Hamilton et sa McLaren MP4 23 vont redorer le blason de l'écurie anglaise, décrochant in extremis le titre pilote au nez et à la barbe de Felipe Massa lors du Grand Prix du Brésil 2008. Bon, malheureusement pour McLaren, comme en 76 et en 99, eh bien, il remporte le titre pilote, mais pas le titre constructeur. La saison 2007 a laissé des traces. Tout d'abord financièrement, et surtout l'image de marque est écornée. Malgré le titre pilote obtenu et près de 30 ans à la tête de l'écurie, Ron Dennis perd peu à peu le soutien et l'influence qu'il a dans son équipe. Il est poussé vers la sortie à la fin de cette saison 2008 et est remplacé par Martin Whitmarsh pour la saison 2009. En 2009, le changement de réglementation va totalement rebattre les cartes. Et McLaren va rater son concept et son début de saison. Avec un Hamilton de très bon niveau qui va profiter des améliorations de son écurie, eh bien ils vont réussir à remporter malgré tout 2 victoires, une en Hongrie et une à Singapour, mais terminer à une petite 3e place au championnat. Mais son motoriste depuis 15 ans, Mercedes, veut faire son retour en tant qu'écurie à part entière. Et pour ça, ils vont racheter l'écurie championne du monde en 2009, l'écurie Brown Grand Prix. À nouveau, petite vidéo sur Ross Brown. Et tu te doutes bien que c'est difficile de mettre de l'argent dans son écurie et également dans son partenariat avec McLaren Mercedes. L'écurie allemande va leur donner 2 ans à McLaren pour acheter toutes les parts qu'elle a dans l'écurie, et forcément c'est un coût important en termes de finances. Mais bon, avec des talents comme Hamilton et Button, McLaren va jouer le titre pilote en 2010, 2011 et 2012, et ils vont finir 2e au constructeur en 2010 et en 2011, et 3e en 2012, année d'ailleurs où Hamilton quitte le navire. La saison 2013 sera très compliquée, avec un duo de pilotes Button-Perez qui va souvent se frictionner. Bon, après, le fait de partir d'une feuille blanche pour concevoir leur nouvelle voiture, alors qu'il n'y avait pas eu beaucoup d'évolution technique, ça leur a peut-être pas facilité la vie. McLaren termine à une faible 5e place au championnat, et la dernière fois que ça leur était arrivé, c'était en 2004. Et en 2005, on avait une saison exceptionnelle de McLaren. Alors est-ce qu'on aura la même chose en 2014 ? Eh bien en tout cas, le premier Grand Prix est plutôt positif, puisque du fait de l'abandon très rapide de Lewis Hamilton et de la disqualification de Daniel Ricciardo, Kevin Magnussen, qui avait remplacé Sergio Perez à l'intersaison, va terminer 2e et emmener dans son siège Jenson Button qui monte sur la 3e marche du podium. C'est plutôt encourageant, d'autant plus que McLaren est équipé du moteur le plus puissant de la catégorie avec celui de Mercedes. Pourtant, la suite de la saison sera extrêmement décevante. L'écurie terminera seulement 5e au championnat, et je le rappelle, ils avaient le moteur le plus puissant de la grille avec le moteur Mercedes. Mais il y a un petit détail que je ne vous ai pas dit. Juste avant cette saison 2014, Martin Whitmarsh a été remplacé à la tête de l'écurie par Ron Dennis, qui fait son retour. Et Ron Dennis, eh bien, il est peut-être un petit peu nostalgique de l'ancien temps, puisqu'il demande à Honda de rentrer en Formule 1, d'être à nouveau les motoristes de McLaren, et il va faire appel à un pilote qu'il avait beaucoup apprécié à l'époque, Fernando Alonso. Et si tout le monde est hypé par ses retours chez McLaren, eh bien la suite va peut-être pas forcément leur donner raison. Si Alonso clame haut et fort que le retour de Honda chez McLaren est une masterclass réalisée par Ron Dennis, la chute va être sévère. En plus d'avoir un moteur pas performant, eh bien le moteur Honda il est pas fiable. Et l'écurie dirigée par Ron Dennis va réaliser sa pire saison depuis 1980, l'année où Ron Dennis avait pris les rênes pour la première fois de McLaren. Pas une seule pole position, pas une seule victoire, pas un seul podium, pas un seul tour en tête et une 9e place au championnat du monde des constructeurs avec seulement 27 points marqués. Si à ça on ajoute que Honda se fait humilier à la radio par Alonso et encore plus à domicile, le bilan de 2015 est une catastrophe sur tous les points. Mais on peut quand même observer des progrès en fin de saison, ce qui permet d'être un petit peu optimiste pour 2016, et très sincèrement, 2016 reste une saison plutôt correcte pour McLaren.
en tout cas dans cette période. Bon, on voit pas les progrès de suite, mais les améliorations et la meilleure fiabilité du moteur Honda va permettre à McLaren de marquer 76 points et de finir 6e au constructeur. Ça reste encourageant, contrairement à l'année précédente qui était vraiment une catastrophe. Après, il faut quand même avouer que le gros problème de cette association, il vient quand même un peu de chez McLaren. Du fait de l'année ratée de Honda en 2015 et du statut que pense avoir l'écurie de Woking à cette époque-là, eh bien McLaren a des exigences énormes auprès de Honda, en pensant notamment que c'est le moteur Honda qui doit s'adapter au châssis et non l'inverse. Et forcément, c'est une grosse erreur. Pour preuve, en 2017, le châssis est entièrement repensé par McLaren et les progrès faits par le moteur Honda en 2016 sont tout simplement à jeter à la poubelle. L'écurie va réaliser une saison encore pire que 2015 puisqu'ils vont finir 9e du championnat, mais sur 10 écuries, contre 12 en 2015. Les pénalités moteurs pleuvent. Alonso et Van Dorn qui a remplacé Button, ils partent du fin fond de la grille à chaque fois et ils doivent faire des remontées spectaculaires avec un matériel qui ne le permet pas. Le divorce est consommé, le choix du moteur Honda était le dernier mauvais choix de Ron Dennis qui est mis à la porte en 2016. L'écurie est alors rachetée par un homme d'affaires américain, un certain Zak Brown, ancien pilote de course auto outre-Atlantique, et il refile la patate chaude à un Français, Éric Boulier. Bon, Boulier il va faire un peu du mieux qu'il peut en 2017. Il a pour mission de reconstruire l'équipe et surtout de la préparer à la saison 2018. Le calvaire avec Honda prend fin lors du Grand Prix d'Abu Dhabi 2017 et Alonso ira de sa phrase choc. In the past, but now we can fight. Bon allez, excite le moteur Honda et bonjour le moteur Renault, pas forcément beaucoup plus fiable, mais au moins qui avait permis à Red Bull d'être champion entre 2010 et 2013. Et vous voulez connaître un truc marrant? Honda, ils ont pas trop parlé pendant l'association avec McLaren, ils se contentaient de travailler. Et du coup, quand McLaren les a jetés, Honda va trouver refuge chez Toro Rosso en 2018, ça va être plutôt convaincant, et en 2019, ils vont signer avec Red Bull et remporter une victoire. Alors que de son côté, McLaren, ils vont pas signer de podium en 2018, ils vont finir 6e du championnat. Voilà, bravo McLaren, comme quoi le problème c'était peut-être pas que le moteur. Pour Alonso, cette nouvelle désillusion signe l'heure de la retraite, en tout cas la première. Et il sera remplacé par un autre Espagnol, Carlos Sainz. Stoffel Van Dorn, fantomatique en 2018 et qui a été poutré par Alonso lors des 2 saisons qu'il a passées avec lui, laisse sa place pour un autre enfant de la maison, Lando Norris. Et enfin, Éric Boulier paye les faibles progrès réalisés par McLaren et est remplacé à la tête de l'écurie par Andreas Seidel. On est en 2019 et il faut se rendre compte d'un truc. Leur dernière victoire remonte à 2012, leur dernière pole également, leur dernier podium remonte à 2014 et leur dernier titre à 1999. C'est une éternité pour une écurie aussi mythique que l'écurie anglaise. Il est vraiment temps de repartir de l'avant et cette saison 2019 doit amorcer quelque chose. On va voir Sainz et Norris réaliser de très bonnes performances avec notamment un podium pour Sainz lors du Grand Prix de Brésil 2019 et obtenir une superbe 4e place au championnat du monde des constructeurs. Si on se rappelle bien, toutes les galères de McLaren ont commencé à partir du moment où ils ont changé de motoriste. Et donc, il y a un moment où avec Renault, c'est pas foufou quoi, on va pas se mentir, la fiabilité est pas vraiment meilleure qu'avec Honda. Alors, ils vont demander à Mercedes de les motoriser à nouveau. Et ce sera fait pour 2021, sauf qu'entre temps, il y a la saison 2020 à réaliser. Et cette saison 2020, parlons-en. C'est la meilleure saison en 8 ans réalisée par l'écurie de Woking. Sainz est pas loin de la victoire en Italie et Norris réalise une excellente saison. La McLaren MCL 35M réalise 2 podiums et termine 3e du championnat. Et pourtant, à cause du Covid, l'équipe a bien failli disparaître et a été même dans l'obligation d'hypothéquer son usine à Woking. Le départ de Sainz chez Ferrari et le sursaut de l'écurie italienne fait chuter McLaren à la 4e place du championnat en 2021, mais cette saison signe surtout leur retour sur la plus haute marche du podium grâce à Daniel Ricciardo au Grand Prix d'Italie. Norris explose aux yeux du monde, McLaren retrouve de sa superbe et l'association avec Mercedes leur fait un bien fou. Le changement de réglementation en 2022 va être un coup près. Soit l'écurie stagne, soit elle parvient à casser ce plafond de verre et à retrouver la place qui est la sienne. Bon, le concept 2022, il n'est pas des plus réussis. Il va pas permettre à McLaren de faire mieux que 5e au championnat, mais on voit quand même de l'amélioration. On attend la saison 2023 avec impatience. A noter quand même le départ d'Andreas Seidel pour le projet Audi et que c'est Andrea Stella qui le remplace. Et cette saison 2023 va être un désastre.
En tout cas, au début. En effet, les deux McLaren traînent dans les bas-fonds du classement lors du premier Grand Prix à Bahreïn et tout le board s'accorde à dire que cette voiture est ratée. Mais pour Mika Häkkinen, ambassadeur de chez McLaren, eh bien, il n'y a pas de quoi s'en faire. L'écurie a compris un truc et avec les améliorations, eh bien, il devrait se repositionner. Alors, on les attend ces améliorations. Et quand elles arrivent en Autriche, on voit quand même qu'il y a un peu de mieux. Norris joue les premiers rôles, et c'est surtout lors du Grand Prix de Silverstone qu'on va vraiment voir que les améliorations fonctionnent. Si Verstappen signe la pole position, Piastri est deuxième et Norris troisième. Et pendant tout le Grand Prix, les McLaren vont faire trembler Red Bull. Bon, Verstappen, il va quand même l'emporter parce qu'il a la meilleure voiture du plateau, mais deuxième, on trouve Norris. C'est une évolution exceptionnelle chez McLaren, d'autant plus qu'ils n'avaient pas marqué de points lors des 8 premiers Grands Prix. Ils vont jouer régulièrement les podiums et effectuer une remontée spectaculaire au classement pour terminer quatrième du championnat. La saison 2024 commence comme elle avait débuté par la domination de Red Bull et avec McLaren qui joue les podiums. Mais ce qui va tout changer, c'est le Grand Prix de Miami. La victoire chanceuse de Lando Norris fait prendre conscience à McLaren qu'ils ont dans les mains un avion de chasse. Et avec les très mauvaises performances de la deuxième Red Bull, pilotée par Sergio Pérez, McLaren va refaire son retard au championnat du monde des constructeurs. Norris va remporter 4 Grands Prix, Miami, Zandvoort, Singapour et Abu Dhabi. Piastri de son côté va en prendre 2, en Hongrie et en Azerbaïdjan, et l'avance de Red Bull au championnat du monde fond comme neige au soleil. Si pendant un temps on pense que Norris peut tenir la dragée haute à Max Verstappen, l'expérience et le talent du néerlandais font la différence, et Verstappen décroche son 4e titre pilote. Par contre, au niveau du constructeur, c'est totalement différent. Piastri et Norris sont très solides, et ils permettent à McLaren de s'emparer de la tête du championnat à quelques Grands Prix de la fin. Lors du dernier Grand Prix, Ferrari est la seule équipe pouvant menacer McLaren dans la lutte au titre, mais Norris l'emporte et c'est suffisant pour McLaren pour remporter son 9e titre constructeur face à Ferrari et 26 ans après son dernier. On attend maintenant de voir ce que McLaren va nous proposer en 2025 et surtout comment ils vont gérer leurs deux pilotes capables tous les deux de jouer le titre. Avec le titre constructeur obtenu par McLaren et étant un amoureux de l'histoire de la Formule 1 et de ses écuries mythiques, je tenais à te présenter l'histoire de McLaren et à te faire comprendre que cette écurie est vraiment légendaire dans le monde de la Formule 1. C'est une écurie que j'ai adoré détester étant jeune, moi le fan de Ferrari, mais les voir aussi mal en point, ça me mettait un peu mal à l'aise. Et même si j'aurais adoré voir Ferrari renouer avec le succès cette année, eh bien j'étais quand même heureux de voir l'écurie Papaye être championne du monde des constructeurs. Et surtout, vu d'où ils viennent. On se rappelle de la saison 2017 qui est une catastrophe. Ils ont réussi à se remettre au travail pour sortir des bas-fonds de la catégorie et aller glaner un titre qui leur échappait depuis 1998. D'une idée partie d'un jeune néo-zélandais, McLaren est devenue une écurie mythique de ce sport. Elle est aujourd'hui la 2e écurie la plus titrée de l'histoire de la Formule 1 et malgré ses hauts et ses bas, elle a su se remettre en question pour retrouver les sommets. Si cette longue vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker. Pour pas louper la suite, rien de plus simple, il faut tout simplement s'abonner et activer la cloche. Pense à faire un tour sur tous mes réseaux sociaux. À droite et à gauche, tu trouveras d'autres vidéos à voir ou à revoir. Et moi, je te dis au revoir et à la prochaine. Et Forza Ferrari, forcément.